Salut les géologiques et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la forme des minéraux, qualifiés de bien développés. Si vous regardez la vitrine qui est derrière moi, les minéraux ont des formes vraiment très différentes. Cependant, ils ont aussi des points communs. 1. Des parties planes appelées des faces. 2. Des lignes séparant ces faces appelées des arêtes. Et 3. Des points de jonction de trois faces appelés des sommets. Mais une chose est sûre, c'est qu'aucun d'entre eux n'est rond. Alors pourquoi? Je vous explique tout, ou presque. Pour commencer, reproduisons la découverte fortuite de l'abbé René Juste Oy, que nous appellerons RJ, pour René Juste, qui laissa tomber malencontreusement un minéral appelé la calcite optique ou spate d'Islande. À notre tour, brisons cette calcite optique à l'aide d'un marteau. Nous obtenons des morceaux de différentes tailles, ayant en apparence la même forme que le cristal d'origine. Allons plus loin et observons à l'aide de ma loupe numérique préférée la poussière obtenue. Vous observez encore et encore des structures de même forme. Incroyable! Une vraie poupée russe, cette calcite. Mais ces morceaux de différentes tailles ont-ils vraiment la même forme que la calcite initiale? Comme d'habitude en science, la preuve est apportée par des mesures. Le premier à faire des mesures fut Nicolas Steno, célèbre géologue danois du XVIIe siècle. Vous savez, celui qui énonça pour la première fois le principe de superposition de couches sédimentaires. Il mesura les angles entre les faces de différents échantillons de quartz et trouva, quelle que soit sa taille, des angles de 120 degrés. Étonnant. Jean-Baptiste Remet de Lille, que nous appellerons JB, généralisa ces mesures d'angle à de nombreux minéraux et utilisa pour cela un appareil appelé goniomètre. Donc avant de casser la calcite, j'ai fait comme JB, quelques mesures d'angle. On trouve deux angles possibles, un de 78 degrés et un autre de 102 degrés selon les faces. Je fais de même pour les morceaux obtenus et je trouve les mêmes valeurs d'angle, quelle que soit leur taille. Les fragments issus de la calcite initiale ont donc exactement la même forme. Incroyable. Pour les joueuses et joueurs, brisons un fragment de verre. Aucun morceau ne se ressemble. Ce n'est donc pas un minéral, sauf pour certains auteurs qui parlent de minéral amorphe. Avec cette expérience sur la calcite optique, nous venons donc de retrouver la première loi sur la structure des minéraux. Elle fut énoncée par JB en 1783 et porte le nom de la loi de la constance des angles. Les angles entre les faces d'un minéral donné restent constants, quelle que soit la taille de l'échantillon. RJ, René Juste, va briser d'autres minéraux de sa petite collection et obtenir le même résultat que pour la calcite, c'est-à-dire des fragments de même forme que le minéral de départ. Il énonce alors la deuxième loi, dite de stratification multiple. Un minéral est constitué par la juxtaposition de morceaux élémentaires, tous identiques entre eux et caractéristiques du minéral. Se pose alors un premier problème. Jusqu'où pouvons-nous briser un minéral pour ne plus obtenir la même forme que le minéral initial? Dans son traité de minéralogie de 1801, RJ, René Juste, imagine que la division en morceaux de plus en plus petits doit avoir une limite, une unité insécable. En 1840, Gabriel Delafosse nomme cette unité la maille élémentaire, unit cell en anglais. Pour lui, ce sont de petits volumes qui s'empilent parfaitement les uns sur les autres, comme des pierres de sucre pour former les minéraux. Dit autrement, un minéral est formé de la répétition régulière d'une maille élémentaire dans les trois dimensions de l'espace. C'est aussi la définition que l'on donne à un cristal. Pour mieux visualiser les choses, je compare une maille élémentaire à une pierre de sucre et le minéral à la boîte à sucre. Attention! Tous les minéraux sont des cristaux, mais tous les cristaux ne sont pas des minéraux. En effet, les êtres vivants peuvent être également constitués de cristaux composant par exemple la coquille de mollusques ou les os des vertébrés. Avançons dans le temps avec Auguste Bravet, polytechnicien qui découvre vers le milieu du XIXe siècle, grâce aux mathématiques et notamment la géométrie, qu'il existe 7 mailles élémentaires permettant de construire
tous les minéraux connus. Ces briques sont des polyèdres à face plane. Ces faces étant planes, on ne peut donc pas avoir de minéraux ronds. Pour vous familiariser avec ces 7 briques élémentaires, je vous conseille fortement de les fabriquer. Ceci à partir de modèles imprimables. Je vous mets le lien en description. Mais attention, un type de brique composant différents minéraux n'a pas obligatoirement la même taille selon le type de minéral. Un deuxième problème se pose. Comment peut-on expliquer ces 7 briques élémentaires? Il faudra attendre la découverte des rayons X pour que Max van Loo, physicien allemand, constate que les rayons X sont diffractés de façon spécifique par un minéral, donc un cristal. Pour mieux comprendre, faisons une analogie avec des rayons lumineux venant d'un lampadaire et traversant un rideau. Les rayons lumineux sont alors déviés lors de la traversée de la lumière. Eh bien, c'est la même chose pour des rayons X traversant un cristal. Si on place derrière le cristal un capteur de rayons X, on obtient alors une photo. Sur ce cliché, on observe alors des séries de taches disposées géométriquement. Eh bien, ces taches sont liées à la disposition ordonnée et régulière des atomes du minéral selon des plans. Un cliché de diffraction constitue en quelque sorte l'empreinte digitale d'un minéral. Pour visualiser la disposition régulière des atomes d'un minéral, utilisons le logiciel Vesta. Je vous mets dans la description tous les liens en rapport avec ce logiciel, téléchargement, tuto, banque de données. Un petit conseil, pour chercher la structure cristalline d'un minéral, tapez son nom sur Google, suivi de l'extension .cif ou .vesta. Reprenons l'exemple de la calcite. La calcite est formée d'atomes de calcium, de carbone et d'oxygène. Sa formule chimique, vous la connaissez, est CaCO3, carbonate de calcium. Voici la disposition des atomes dans les 3 axes de référence. On observe très bien cette organisation périodique des atomes selon des plans. C'est elle qui est responsable des clichés de diffraction aux rayons X de la calcite. Découvrons la maille élémentaire de la calcite. Nous y voyons des atomes de calcium, de carbone et d'oxygène. L'ensemble des atomes constitutifs de la maille est appelé motif. Les dimensions de la maille sont données en angstrom, ancienne unité de mesure, conservée en cristallographie correspondant à 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 mm. Pour se rendre compte de la taille de la brique élémentaire de la calcite, prenez une règle et regardez 1 mm. Découpez ce millimètre en 100 000 parties et vous en conservez qu'une seule. Voilà, vous avez la taille approximative de la maille élémentaire de la calcite. La calcite n'est donc qu'un empilement ordonné et périodique de milliards et de milliards de briques élémentaires. C'est donc l'organisation spatiale et régulière des atomes qui détermine la forme du minéral et donc sa brique élémentaire. On peut alors définir un minéral par sa formule chimique et sa structure cristalline dont sa brique élémentaire est appelée la maille. Un troisième problème se pose alors. Pourquoi la forme de certains minéraux est différente de leur maille élémentaire? Lors de la cristallisation d'un minéral, sa forme définitive appelée habitus dépend de nombreux facteurs comme la pression, la température et la vitesse de cristallisation. Les 2 principales causes qui expliquent l'habitus d'un minéral différent de sa maille sont 1. L'existence de troncatures, 2. La présence de macles. Concernant les troncatures, prenons l'exemple de la fluorine. Elle peut se présenter sous forme cubique ou sous forme octaédrique, alors que sa maille élémentaire est cubique. Jean-Baptiste Remet de Lille, dans son essai de cristallographie publié en 1772, explique que toutes les structures de cristaux peuvent s'obtenir par troncature de formes essentielles. Il ne parlait pas encore de maille. Lors de la cristallisation, le remplacement d'un sommet ou d'une arête par une face peut alors intervenir. On appelle cela une troncature. Prenons l'exemple d'un minéral à maille cubique. Si on le tronque par un plan incliné qui unit les sommets opposés et qu'on le fait dans les 3 autres orientations, on obtient alors un polyèdre à 8 faces, comme pour la fluorine octaédrique.
On peut même aller jusqu'à obtenir un polyèdre à 12 faces nommé dodécaèdre, comme pour le grenat. Dans son essai de cristallographie, René Delille propose 10 planches sur lesquelles sont gravées les formes de 75 cristaux. 2. Les macles, que l'on compare à des frères siamois. Prenons l'exemple de la storotide ou storotyle, au niveau de laquelle on observe des angles rentrants. Ici, il ne s'agit pas d'un seul minéral, mais de 2 minéraux identiques de storotide interpénétrés. Une macle est une association de plusieurs cristaux d'un même minéral. Il y a plein d'exemples comme le quartz, le gypse, la pyrite, l'orthose. Dernier point d'attention, la forme des minéraux peut être toute différente au niveau de la roche. Prenons l'exemple du quartz dans un granit. Il se présente sous la forme de grains plus ou moins arrondis millimétriques. On les qualifie alors de xénomorphes en opposition à automorphes, forme typique du minéral. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet de la cristallographie, je ne peux que vous conseiller de visionner les cours des enseignants Abderrafi Britel ou David Malka ou Michel Evin de l'Université de Nantes. Je vous mets tous les liens en description. En résumé, la forme d'un minéral bien développé dépend de 2 choses. 1. De sa brique élémentaire appelée la maille, qui dépend elle-même de l'agencement ordonné et répété des atomes qui le constituent. 2. De plusieurs facteurs mis en jeu lors de la cristallisation, dont la vitesse de cristallisation. Portez-vous bien et à bientôt!